Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La patience a des limites. Visiblement, celles de Michel Barnier ont été atteintes. Et pourtant, il est l'homme qui a négocié le Brexit avec des Britanniques capables de tout et surtout qui ne s'avouent jamais vaincus. Les adversaires du moment du nouveau Premier ministre se sont appelés momentanément Gabriel Attal, Gérald Darmanin et dans une moindre mesure Emmanuel Macron, l'homme même qui le nomma à Matignon. Sans doute était-ce une mission difficile que de former un gouvernement d'union nationale dans un moment de telle discorde, mais le défi valait de se retrousser les manches et de chausser les crampons pour tenter d'escalader les grandes jorasses par la face nord. La cordée sera-t-elle assez solide pour permettre à Michel Barnier d'avancer sur le chemin de crête qui lui permettra de gouverner la France ? Espérons que le président Macron, qui le reçoit là à 19h15, se rappelle de cette phrase qu'il a prononcée en 2018 qui a fait beaucoup couler d'encre. Si l'on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. On va en débattre ce soir dans Punchline. Pas mal. Et il est 18h. D'abord, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Michel Barnier qui envisage donc un gouvernement de 38 ministres, dont 16 de plein exercice. C'est ce qu'a rapporté Gabriel Attal aux députés macronistes à l'issue d'une réunion à Matignon. Parmi eux, il y aurait 7 ministres issus du camp présidentiel, 3 issus du parti Les Républicains. Michel Barnier sera reçu dans quelques instants par Emmanuel Macron. Disparue il y a près d'un an dans le Bas-Rhin, Lina, 15 ans, a vraisemblablement été ligotée. Selon le procureur de la République, l'ADN de l'adolescente a été retrouvé sur une cordelette. Selon les derniers éléments de l'enquête, le principal suspect qui s'est suicidé aurait agi seul. Le corps de Lina reste toujours introuvable. Après les explosions des appareils de transmission du Hezbollah au Liban, le chef du groupe terroriste Hassan Nasrallah affirme que l'ennemi a franchi toutes les lignes rouges et que le Hezbollah a reçu un coup sévère et sans précédent. Il prévient qu'Israël recevra un terrible châtiment. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne avait annoncé de nouvelles frappes sur des cibles du Hezbollah au Liban. Enfin, 349e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 2 de ces otages sont français, ils se nomment Ofer et Ohad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h, 1 minute et 30 secondes. Louis de Ragnel est là. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Oui, très bien. Eugénie Bastier, très bien. Bonsoir à vous. J'espère que vous avez tous la liste du gouvernement en poche. Florian Tardif, bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Monsieur Pupponi, François Pupponi, ancien député, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Laurence. Alors, ça y est, visiblement, les choses se décantent un tout petit peu dans la face nord des Grandes Jorasses, comme je le disais tout à l'heure. Et Elodie Huchard, vous êtes à l'hôtel de Matignon, où se trouve toujours Michel Barnier. Il doit regagner l'Élysée dans 1h15. Est-ce que vous avez déjà une idée de la couleur politique du gouvernement qu'il va proposer ? Eh bien, écoutez, Laurence, j'ai envie de dire qu'on y est presque cette fois-ci. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la réunion avec notamment Gabriel Attal s'est plutôt bien passée puisque l'ancien Premier ministre estime avoir un certain nombre de réponses à ces questions. Alors, on sait qu'il y aura 38 ministères. Je vous parle de la liste actuelle au moment où on se parle. Les choses peuvent encore évoluer. Évidemment, 16 ministères de plein exercice avec un découpage qui serait le suivant. 7 pour Ensemble pour la République, c'est-à-dire la Macronie, 3 pour les Républicains, 2 pour le Modem, 1 pour Horizon, 1 divers droite, 1 divers gauche et 1 pour l'UDI. Alors là, je parle des ministères de plein exercice. Il y aura ensuite, évidemment, les secrétariats d'État. On sait aussi que Michel Barnier fera son discours de politique générale le 1er octobre et Gabriel Attal a assuré à ses députés que ce discours serait écrit de manière co-construite avec les différents blocs, qu'il serait question de préoccupation des Français, de régalien, que Michel Barnier a clarifié sa ligne, notamment sur l'immigration. Il parle de rigueur et d'humanité et évidemment, le Premier ministre parlera largement de dette et de budget. Et puis, vous le disiez, maintenant, Laurence, la prochaine étape, elle aura lieu aux alentours dès 19h. Le Premier ministre va quitter l'hôtel de Matignon juste derrière moi pour se rendre à l'Élysée. Évidemment, maintenant, le but, c'est d'aller très vite. Il y avait une dizaine de personnes autour de la table qui ont entendu un certain nombre de noms circuler. Si le Premier ministre veut garder un minimum d'effet de surprise, il faudra qu'il annonce assez rapidement son gouvernement. Merci beaucoup, Elodie Huchard, avec Laurent Sélarié devant l'hôtel de Matignon. Bon, alors, ça y est, visiblement, ça se décante. Louis de Ragnel, on ne va pas s'avancer. Oui, ça se décante. J'ai pas dit que c'était terminé. Vous avez tout dit. Non, alors, mais est-ce qu'on a une liste ? Vous voulez nous donner des noms ou pas ?
Il y a plusieurs listes de noms qui circulent, mais ça va vraiment faire l'inventaire à l'après-midi. Mais si vous voulez, vous voulez que je vous... Si vous n'êtes pas... Oui, si vous avez des informations, on les partage avec nos auditeurs et téléspectateurs. Je vous dis, tout ça reste à confirmer. Ce sont des listes qui circulent. Sachant que, précision, Michel Barnier va rendre compte de cette réunion à Emmanuel Macron dans quelques minutes, vous l'avez dit. Et donc, à cette occasion, il parlera de la liste de noms. C'est simplement une petite... Non, mais on sait... Pour dire à nos auditeurs... Voilà, on a des informations parce que tout le monde parle, tout le monde sera... Les députés racontent ce que leur a dit Gabriel Attal, qui raconte ce que lui a dit Michel Barnier. Donc, oui, mais bon, donc, voilà, on est en transparence. Non, mais rapidement, parmi les noms des gens un peu connus, parce que tout le monde n'est pas très connu, forcément, vous savez, pour rentrer au gouvernement. Laurent Wauquiez, il y a une hésitation. Est-ce qu'il irait à Bercy, au ministère de l'économie? Est-ce qu'il va au ministère de l'Intérieur? Dans plusieurs listes, il oscille entre les deux. Deux gros ministères, éventuellement. Catherine Vautrin pourrait hériter le ministère des Territoires. Maud Bréjon, qui est régulièrement invitée chez nous pour être porte-parole du gouvernement. Ça, pour le coup, ce nom revient dans chacune des listes que nous recevons. Sébastien Lecornu pourrait rester au ministère des Armées. Jean-Noël Barrot pourrait aller au Quai d'Orsay. Mathieu Lefebvre, le député proche de Gérald Darmanin, pourrait hériter des comptes publics. Bruno Retailleau pourrait également aller à Bercy ou au ministère de l'Intérieur. Alors, selon les listes, Bruno Retailleau va aléatoirement à Bercy, au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur. Visiblement, ce qui a été dealé, c'est qu'il n'y ait pas de deux LR. Un au ministère de l'Intérieur et un à Bercy. Okay. Donc ça sera soit l'équilibre des forces. Et visiblement, Laurent Wauquiez est out, me dit-on. Sur les deux postes ? Potentiellement sur les deux postes. Après, c'est tout à son avantage. C'est tout à son avantage. Pour préparer 2027. Pour 2027, à un moment donné, on ne peut pas être comptable d'un bilan qu'on tente d'attaquer en étant candidat pour 2027, parce que forcément, s'il reste un petit peu de temps, que ce soit à Bercy ou à l'intérieur ou autre, il faudra défendre un bilan. Si c'est Bruno Retailleau qui va à Bercy, il aura du mal à critiquer le bilan d'un des membres de son parti. Oui. Mais bon, quand même. Alors, Eugénie Bastier, il y a un équilibre qui a été trouvé dans les forces politiques, a priori. Ça va déboucher rapidement, là, dans les prochaines heures, demain, lundi ? Ce qu'on voit, c'est quand même qu'il va rester un certain nombre de macronistes au gouvernement, 7 ministres issus du nouveau parti macroniste. La question, c'est comment va prendre Marine Le Pen cette nouvelle ? Est-ce qu'elle va continuer à soutenir un gouvernement où finalement l'écrasante majorité reste macroniste des rangs du macronisme ? C'était une des lignes rouges qu'elle avait posées, vous avez raison. Et voilà, donc comment elle va prendre ça, première chose. Et deuxièmement, est-ce que ce gouvernement va assumer une politique de droite ? Est-ce qu'il va agir sur l'immigration, sur le régalien, sur la sécurité ? Rigueur et humanité sur l'immigration, a dit Michel Barnier. Il faut que les gens soient prévenus. C'est ce que disait Eugénie maintenant depuis 3 ans. Humanité, fermeté, tout ça. Humanisme et fermeté. C'est terrible, mais dès qu'il y a humanité, non mais c'est horrible ce que je veux dire, mais dès qu'il y a quelqu'un parle d'immigration, on doit avoir de l'humanité en disant dans tout humanité, ça veut dire laxisme. Non, mais en réalité. Alors Eugénie, vous terminez parce que Louis vous a interrompu. Non, mais et du coup, je vous savais. C'est les questions qui sont en suspens. De vous avoir interrompu. Parce que ce gouvernement repose quand même sur l'accord tacite et implicite du Rassemblement national, il faut quand même le rappeler. La question, c'est est-ce que cet accord, ce soutien implicite, qui est quand même une hypocrisie générale, il faut quand même le souligner, c'est l'hypocrisie du cordon sanitaire. À la fois, on vous nomme pas à l'Assemblée, vous n'avez aucun poste, et en même temps, vous êtes le soutien implicite de notre gouvernement. C'est ça l'absurdité, à mon avis, de la République, du régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pas la proportionnelle, c'est le cordon sanitaire qui est une hypocrisie totale. Et est-ce que Marine Le Pen va continuer à soutenir un gouvernement où autant de ministres sont macronistes ? On verra à quel poste, et voilà. Et c'est la question qui va se poser dans les prochains jours. François Pupponi, je vous vois à l'air songeur. Non, là, il faut attendre le retour. Il y a peut-être François Pupponi dans la liste. Non, pas du tout. Vous réfléchissez peut-être à la manière avec laquelle... Alors, François, allez-y. Il faut attendre la sortie, que chacun retourne chez soi pour savoir ce que les troupes en pensent. A priori, ça a l'air de se décanter, puisque de toute façon, je crois que Michel Barnier leur a dit, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser, et si vous n'acceptez pas, je m'en vais, donc prenez vos responsabilités, donc il n'est pas trop le choix. Hein. Maintenant, je pense qu'on peut avoir un gouvernement qui est annoncé assez rapidement, mais en 2 temps. C'est-à-dire des premiers noms. Oui, comme toujours, les 16 ministres de plein exercice. Sur les secrétariats d'État, on affine toujours. Donc ça peut être effectivement demain ou samedi, et puis dans un deuxième temps, lundi ou mardi, on a juste la parité, les portefeuilles et tout ça. Parce que si effectivement le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale le premier, c'est-à-dire le gouvernement soit au banc. D'abord, il faut convoquer le Parlement.
et ensuite que le gouvernement soit au banc. Mais pas forcément les secrétaires d'État. Non, pas les secrétaires d'État, mais moi qui ai le gouvernement. Vous pouvez vous contenter des 16 ministres. Absolument, tout à fait. Jean-Sébastien Ferjou, c'est fin de cette grande pantalonnade que l'on vit depuis des semaines et des semaines, parce que la nomination de Michel Barnier a suivi des 2 mois de vacances complètes. Mais ça pourrait ne pas être une pantalonnade si on avait consacré l'énergie à autre chose que le casting des individus et de la préservation des territoires que chacun imagine lui revenir de droit au nom de leur incroyable qualité et compétences tombées du ciel. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que rien n'a été négocié, me semble-t-il, sur le projet de loi de finances en particulier. Enfin, il y a la situation. Et vous, ça vous inquiète beaucoup, ça, hein? Mais pas seulement. Déjà parce que c'est la clé de tout. Parce que de toute façon, quels que soient les autres portefeuilles que vous détenez, si vous n'avez pas les crédits pour mener à bien ou pour déterminer les priorités que vous souhaitez déterminer dans la politique que vous mettez en œuvre, rien n'est possible. Dans toutes les négociations de coalition, parfois, ça prend du temps. Dans les autres pays, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs mois. En général, en Allemagne, quand il y a des élections, ça peut prendre 4 mois, 5 mois, 6 mois avant que le gouvernement entre en fonction. Mais une fois qu'il entre en fonction, il a sa feuille de route qui est tracée. Là, quelle est la feuille de route? Parce qu'en plus, on voit des gens qui ont surjoué les différences. Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique que Gérald Darmanin n'a rien à voir avec un ministre LR, mais enfin bon, ça fait quand même rire doucement tout le monde. Je suis assez d'accord avec ce que disait... Ah non, arrêtez. Ne le lancez pas sur Mario Draghi. Terminez, Jean-Sébastien, après on va parler de choses sérieuses. Eugénie Bastier, en plus, l'hypocrisie vis-à-vis du Rassemblement national, parce que de toute façon, il y a cette pression politique-là qui existe, mais de la même manière qu'il y a la pression politique du bloc central. Mais en réalité, tous ces gens-là pensent la même chose. Il n'y en a pas un qui a une vision en matière de finances publiques, lequel a une idée original, lequel serait véritablement capable de dépasser la situation actuelle. Ils sont tous, de toute façon, ils vont tous, à l'arrivée, laisser le pouvoir à leur directeur de cabinet. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils n'ont plus d'idées, ils n'ont pas pensé le monde depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc oui, c'est une pantalonnade, effectivement, parce qu'on pourrait parfaitement prendre du temps, et je pense que les Français pourraient le comprendre, si à l'arrivée, il y avait une feuille de route claire. Allez. Là, moi, je vous mets mon billet, il n'y aura pas de feuille de route claire sur ce qui devra être fait. Ou pas, en même temps, comme toujours. Je voudrais juste dire... Eugénie, et dernier mot, Florian. Vous et moi, si on se retrouvait à la tête du gouvernement ou ministre, on ne saurait pas non plus quoi faire pour baisser les dépenses publiques sans mettre le pays à feu à 100. Parce que les Français sont collectivement responsables aussi de la situation. Mais je suis d'accord. D'où l'utilité d'en parler avec les partenaires avec lesquels vous allez gouverner. Ce sont les Français aussi qui veulent de la dépense publique. Ce sont les Français aussi qui ne sont pas prêts à faire, sont prêts à faire aucune économie. Donc, je veux dire, moi, je ne suis pas sûre qu'à la place. Je vous rejoins, mais c'est précisément ce que je vous dis. D'où l'utilité d'en parler avec vos partenaires politiques plutôt que de perdre votre temps à ne faire que du casting. Allez, dernier mot. Sincèrement, bien sûr, François Pipponi. Il faut avoir une ligne politique. Il n'y a pas débat là-dessus. Mais aujourd'hui, avec quels moyens? C'est trop facile comme argument. Avec quels moyens? Quel argent? Nous sommes à la tête d'un État en faillite. C'est peut-être à ça qu'ils auraient pu passer leur temps. Justement, là, les premiers objectifs, ça va être d'équilibrer les comptes. Mais Florian. Sincèrement, mais c'est probablement de ça qu'ils auraient pu utilement parler. On va passer d'une période du quoi qu'il en coûte au combien ça rapporte. Au combien ça coûte, puis ensuite au combien ça rapporte. C'est-à-dire que tout à l'heure, certes, Michel Barnier a expliqué que les classes moyennes ne seraient pas touchées. Les classes moyennes, pas de hausse d'impôts. Pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes. Mais on peut quasiment être sûr Florian, baisse en fait, il confirme la rumeur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'a été question de taxer les classes moyennes. Oui, non, mais bien sûr. Michel Barnier, dès le début, avait dit... Et le gouvernement de la Banque de France ont dit qu'il y avait 2 leviers d'augmentation d'impôts. 1, via l'impôt sur les sociétés et taxer les superprofits. Et 2, taxer les gens qui... les riches. Est-ce que toute la politique de ça a été de baisser l'impôt sur les sociétés? Mais en disant qu'il ne touchera pas aux classes moyennes, donc il confirme, en fait, indirectement, que les entreprises seront plus taxées et les particuliers qui ont des gros revenus. L'aide pour les personnes à domicile, ça touche aussi les classes moyennes. Sauf si c'est il va y avoir une réduction. Là, on verra. Des dépenses. Attendez, quand on va baisser les dépenses sur un certain nombre de services, les classes moyennes seront bien entendu touchées. Les taxes touchent aussi les classes moyennes. L'État des services publics touche aussi les classes moyennes parce que si vous êtes payé pour la scolarisation de vos enfants ou de payer pour trouver un médecin ou etc. Donc de toute façon, arrêtons cette espèce de balle des hypocrites. Oui, tout le monde sait qu'il y aura des hausses d'impôts tôt ou tard. La question n'est pas qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. La question c'est est-ce que ça s'inscrit dans une
trajectoire qui a du sens, ou alors est-ce qu'on continue à acheter de l'argent dans un puits sans fond? C'est la seule question qui va être, parce que de toute façon, ça sera les deux. Il y aura hausse d'impôts et baisse des dépenses publiques. Du sang et des larmes. Merci pour le programme de Monsieur Ferjou. Non, mais si ça a du sens, parce qu'on est dans une trajectoire vertueuse, oui. Si c'est pour continuer, je rejoins ce que disait Eugénie, les Français sont hyper hypocrites là-dessus aussi. Fermez le banc. On aura des précisions dans la soirée, évidemment, sur nos deux antennes CNews et Europe 1. On fait une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de ce qui se passe du côté des policiers. On aura le secrétaire général du syndicat Alliance, Fabien Van Emmelrich, qui porte plainte contre M. Delogu, député de la France Insoumise. Puis on va parler de ces nouveaux refus d'obtempérer qui sont désormais quotidiens et qui visent les forces de l'ordre. À tout de suite.